Salut à tous et bienvenue sur ValetPL Lorcana FR. Comment ça va les fous? Moi ça va très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous parler du coup des Worlds qui ont lieu ce week-end sur Twitch directement. Dans la description je commence par ça, comme ça on n'oublie pas. Disney Lorcana FR, la chaîne Twitch, vous cliquez, vous y êtes, pas besoin de compte rien. Vous arrivez, vous vous régalez tout le week-end. Je vais vous donner du coup les petites clés de compréhension pour ce week-end, le format, comment ça va se dérouler, les horaires, les gens qui sont qualifiés, le prize pool, les petites cartes et autres accessoires que les joueurs vont pouvoir gagner et les line-up ou les decks qui sont susceptibles d'être vus et joués ce week-end, en espérant avoir évidemment de merveilleuses surprises et que les decks dont je vous parle là ne sont pas du tout les mêmes, histoire qu'il y ait vraiment une surprise de fou, mais on connaît relativement bien le metagame Lorcana. Il bouge assez peu depuis quelques sets, donc à mon avis, on n'aura pas de giga surprise. Je ne vais pas trop me tromper dans ce que je vais vous présenter dans cette vidéo. Avant d'aller un petit peu plus loin dans cette vidéo, on met le pouce bleu, on s'abonne, on met un petit commentaire, ça fait plaisir, ça nous soutient, ça référence la vidéo. Et on dit aux copains surtout qu'il y a les Worlds ce week-end. Hein. Si jamais ils ne sont pas au courant, aux copains, copines, vous dites à tout le monde. Et c'est la fête, on se regarde, on se fait des petites watch parties, ça fait plaisir. Merci beaucoup à nos sponsors évidemment, labelcard.fr, code ValetPL 2025 si vous voulez 5% de réduction lors de votre première utilisation du code, ça fait plaisir. Et également merci à GameGenic, hop la petite deckbox qui est orange cette fois-ci, et oui je change un petit peu. GameGenic qui nous soutient sur l'année 2025, donc si vous voulez soutenir ceux qui nous soutiennent parce que vous appréciez notre travail, n'hésitez pas à commander, à acheter leurs produits auprès de votre revendeur GameGenic le plus proche. On va être parti dans cette vidéo directement. Boum, il y a un petit visuel. Bah oui, championnat du monde samedi 28, dimanche 29 juin. C'est ce week-end que vous regardez cette vidéo. À suivre en direct à partir de 14h, toujours sur twitch.tv/DisneyLorcana_FR. Ne tapez pas à la main le lien, je vous mets bien évidemment en description. Nous serons du coup, Val et moi, accompagnés de petits Quick Aerofelos, et ça fait plaisir, ça fait plaisir, ça fait plaisir. La grande équipe, la fine équipe, très content de retrouver ces personnes-là. Bon, petit Quick Aerofelos, évidemment, Val. Vous savez que je suis content, je travaille avec lui. Donc très content de retrouver la belle équipe pour ce cast, on va se régaler. On n'a pas pu communiquer trop en avance là-dessus, c'est pas qu'on voulait garder suspense jusqu'à la fin, c'est que nous avons nous-mêmes appris un peu avant vous, évidemment, mais il n'y a pas si longtemps. Donc pour tous ceux qui nous demandaient, qui nous posaient des questions, quand on vous disait non, etc., que c'est pas prévu, c'est pas qu'on faisait des mystères ou qu'on vous a menti, c'est que vraiment on ne savait pas, pour Val et moi, si on allait faire partie de ce cast, si cast il y allait avoir, etc. Donc voilà, ne vous sentez peut-être pas trahi sur cette jolie surprise, c'est que ça a été aussi une jolie surprise pour nous, on ne savait pas ce qui allait se passer. Du coup, rendez-vous samedi et dimanche à partir de 14h sur la chaîne. 14h, début du live. Rassurez-vous, si vous arrivez à 14h30, 15h, vous n'avez pas loupé de game. On a un petit pré-show, on va parler un petit peu de ce qu'on attend, tchatcher, etc. Donc voilà, le 14h, c'est histoire de lancer un petit peu la salle. La première game aura lieu normalement à 15h pour les 2 jours. Pour les horaires un peu plus en détail, je vous les donne après, mais ce que vous devez retenir, c'est début à 14h. Et fin, ça dépend, hein, les games sont rapides, ça finit plus tôt, les games sont longues, où il y a les aléas du direct, ça finit plus tard, mais visez entre 23h et minuit, à peu près heure française, hein, pour la fin du live. Et 14h, heure française, bien évidemment, on ne vous donne pas les heures des États-Unis. On commence par les qualifiés de ces champions du monde. Alors champion du monde évidemment c'est le clou de la compétition. On a 32 joueurs qui se sont qualifiés via différents événements tout au long de l'année 2024 qui viennent ici s'affronter pour savoir qui sera le meilleur joueur de Lorcana au monde de l'année 2024 à l'issue de cette compétition sur 2 jours. Seulement 32 joueurs hein, pour une compétition sur 2 jours, donc vous savez qu'il va y avoir de la bagarre, ça va être fou, ça va être formidable. Pour les qualifier, pour faire un petit récap, j'utilise un visuel qui a été brillamment réalisé par Inkborn Heroes. Attendez que j'affiche, sinon vous ne comprenez pas. Voilà. Qui est un compte, alors je ne sais pas s'ils ont d'autres plateformes, je ne l'ai pas trouvé, mais qui est un compte en tout cas Instagram que je vous mets en description. C'est pas un partenariat ou quoi, c'est simplement que c'est le truc le plus simple et le plus beau que j'ai trouvé sur Google pour vous présenter ça et les qualifier. Du coup, je rends à César ce qui est à César. Et ils ont fait un joli petit slide. Qui est très bien fait. On a du coup les qualifiés nord-américains, World Championship Invitees. On a Joshua Poltre, Brian Courtrade, Edmond Chiou, Diego Saz, Zan Sayed et Luc Goodwin. On voit aussi les decks avec lesquels ils se sont qualifiés. Ça n'a aucun impact sur la compétition. Ils ne sont pas obligés de rejoindre le même deck et tout, rassurez-vous. Ce serait drôle, mais un peu embêtant pour ceux qui sont qualifiés plus tôt que d'autres. Ils avaient moins de sets que d'autres potentiellement. On continue avec les qualifiés nord-américains Scott Markson, Patrick Côté, Morgan Chamblin, Zach Bivens, Sean Lung, Pierre-Marc Duguay, Kurt Spies et Umza Khan. Désolé, je prononce certainement mal certains prénoms ou noms. Je
Je fais comme je peux, voilà, malheureusement je n'ai pas toutes les bonnes prononciations. Côté francophonie, je crois que Pierre-Marc Duguay est québécois, et Patrick Côté, je sais qu'il est canadien, si je ne me trompe pas, je ne sais pas s'il est québécois. On met un petit accent, voilà, sur les joueurs francophones, parce que même si on va être le plus impartial possible pendant les championnats du monde, dans le cœur, on a bien évidemment qu'un francophone gagne. Il y a des Français, mais pas que, hein, comme je vous disais, il y a un Québécois, il y a également un joueur belge dans les qualifiés. On passe du coup avec les qualifiés européens, Franck Karsten, Théotime Buchot, Olivier Pierre et Federico Marinangeli. Théotime Buchot, Olivier Pierre, voilà, ça fait partie des Français que l'on va pouvoir suivre lors de cette compétition, qui sont qualifiés, eux, via des DLC, donc Disney Lorcana Championship. Ensuite, avec les finales européennes, on a le top 8, donc Domingo Martinez, Michel Assirelli, Michel Lay, je suppose, Luca Lazara, Lucas Caupa, Dui Yue Win, je suis désolé, je massacre certainement la prononciation, voilà, Q pour les intimes, le GOAT, Raphaël Brûlé, Douglas Ochelli et Andréou Vidal. Avec 3 francophones ici, Raphaël Brûlé normalement est français si je dis pas de bêtises, Douglas Ochelli qui est belge avec son violet gris qui nous a régalé, et Q, je vais pas remassacrer le nom prénom, hein, je m'excuse, qui évidemment nous a également, ça fait 2 fois également, régalé lors du cast qu'on avait pu faire lors de la finale européenne à Paris. On finit avec les 2 derniers, Dean Canfam et Ben Simons, lors du DLC, le premier DLC qui avait lieu à Melbourne en Australie. Je crois que c'était simplement les finalistes qui étaient qualifiés, si je dis pas de bêtises. Il n'y avait pas plus d'invitations. Quoique, peut-être qu'il y avait déjà des gens qualifiés qui ont fait top. Non, je crois que c'était uniquement les finalistes. Ouais. Je ne dis pas de bêtises. Et donc ça fait 32. Ça fait 32 participants qui vont se rosser joyeusement. Je vous partage ensuite le déroulé. Le déroulé du tournoi avec les horaires évidemment entre guillemets approximatifs, puisqu'on ne sait pas comment ça va se passer exactement. Cet article, si vous voulez retrouver les infos, je vous mets le lien également en description. Bon, vous avez tout grosso modo dans la vidéo, vous n'avez pas besoin d'en savoir plus normalement. Donc le cast, voilà, encore une fois sur Disney Lorcana FR, il y aura un cast italien, un cast allemand et le cast officiel, donc ça fait plaisir. Je le souligne aussi, même si vous allez sûrement venir que sur le cast français, en tout cas je l'espère. C'est cool qu'il y ait différents casts pour différentes langues, d'autres pays ne sont pas lésés. Le programme du coup, donc ne faites pas attention aux horaires, ce sont les horaires évidemment américaines. Début à 14h, premier match qui se lance à 15h le samedi du coup 28. Ensuite il y aura une petite pause et il y a les casteurs qui vont jouer. Alors les casteurs ce ne seront pas nous, ce seront les casteurs américains. Enfin je sais pas s'ils sont tous américains, mais en tout cas pour le cast officiel. Et de ce fait, je ne sais pas si nous on va commenter par-dessus ou si simplement il y aura une pause, on va discuter, etc. À mon avis, c'est plutôt prévu pour gérer le direct au milieu, donc suivant si les matchs se sont bien enchaînés, on en verra plus ou moins. Bref, ça c'est pour couvrir la petite pause, pour pas qu'il y ait juste un trou. Et ensuite, après la petite pause d'environ 1 heure, on attaquera avec les matchs de triple deck, je vous expliquerai ce que c'est après, qui vont régaler jusqu'à environ minuit, voilà, jusqu'à ce que les derniers matchs soient finis. Pour le dimanche, ça se passera exactement de la même façon, sauf qu'il n'y aura pas de match en scellé pour le début. Ce sera uniquement les matchs en triple deck comme la fin du jour 2. Puis, petite pause encore pour que les joueurs puissent se restaurer, souffler, etc. Et ensuite, on passera à la partie en single élimination. Enfin, on continuera, pardon, la partie en single élimination, puis la grande finale, cérémonie et tout team. Qu'est-ce qu'il y a à gagner lors de ce tournoi, bien évidemment, ou peut-être je vous parle d'abord de la structure. Oui, je peux vous parler de la structure d'abord, qu'on retrouve juste après. Le premier jour, du coup, la première moitié du premier jour, on va avoir du Super Sealed. Il y a 3 rounds de Super Sealed. Tous les joueurs se verront attribuer 4 boosters des extensions 5, 6, 7 et 8, donc Shimmering Skies, Azurid Sea, Arcasia's Island et Reign of Jafar. Ça va être 16 boosters pour construire un pack de Sealed, donc c'est énorme, sauf que normalement en Sealed, on a droit uniquement à jouer les 6 couleurs. Là, on a le droit de jouer, enfin les joueurs, je dis on comme si j'en faisais partie, les joueurs ont le droit de jouer uniquement 3 couleurs, 3 encres, ce qui est vachement plus limité, et en même temps ils ont beaucoup plus de boosters, donc ça devrait faire des decks quand même assez sympas, assez patates, et les decks ne seront pas de 40 cartes comme habituellement, mais de 50 cartes. C'est pas trop dur non plus de faire un deck de 50 quand tu as autant de boosters, je pense. Ce sera des matchs de BO3 et ils auront 60 minutes pour construire leur deck. Donc c'est grosso modo, vous voyez le temps qu'il y a entre le moment où on lance le stream
et le moment où la première game se lance. Ça sera pas simultané, il commence un petit peu avant, histoire d'avoir le temps au cas où, etc. Mais c'est pour ça qu'il y a aussi du délai. Les joueurs auront le droit de sider, c'est-à-dire de changer des cartes de leur deck tant qu'ils conservent leurs 3 couleurs de départ. Ils ne peuvent pas en ajouter, pas en changer une. C'est un petit peu dommage. Je pense que ça aurait été cool pour changer complètement de deck, notamment puisque avec autant de boosters, on peut faire facilement un deck de 3 couleurs de 50 cartes et un deuxième deck avec les 3 autres couleurs de 50 cartes. Ils ne pourront pas faire ça malheureusement, mais ça aurait été du très beau pestacle. Et les joueurs devront remettre leur deck comme à leur état d'origine, comme lorsqu'ils l'ont construit, avant de passer à la prochaine ronde. Voilà, ils ne peuvent pas juste le modifier entre temps en se disant bon bah c'est mieux de jouer comme ça, de jouer cette carte là, donc je la laisse. Ils doivent rechanger à chaque fois. Ensuite, une fois que ces 3 rondes sont passées, donc il y a la petite pause, puis il y a la partie triple deck. Triple deck, qu'est-ce que c'est? C'est que tous les joueurs doivent ramener 3 decks pour ces championnats du monde avec des couleurs qui ne se partagent pas. Donc vous devez jouer les 6 couleurs différentes, les 6 couleurs d'encre différentes de l'Orcana à travers tous vos decks. Donc si vous avez un violet gris, vous ne pouvez pas avoir ni de violet ni de gris dans les 2 autres decks. Donc voilà, vous devez faire le mix and match, enfin les joueurs, je dis vous, mais vous ne regardez pas les joueurs. Les joueurs devront faire un mix and match pour essayer d'avoir la line-up la plus solide possible, pas forcément avec les meilleurs decks, mais en fonction des decks adverses, puisqu'il y a un petit twist, c'est que sur les 3 decks, vous n'allez en jouer que 2 dans les rondes, et il y a un des decks que vous ne jouerez pas parce qu'il sera ban par votre adversaire. C'est renouvelé à chaque ronde, donc par exemple, je joue la première ronde contre Val, je lui banne un deck, il m'en banne un, à la ronde suivante, nous n'avons pas les mêmes bans, on peut ban autre chose, et on récupère le deck qui avait été ban, bien évidemment. On ne fait pas les championnats du monde avec Val, c'était un exemple. Et ça fait qu'il y a certaines line-up qui peuvent peut-être utiliser ça à leur avantage, notamment de prendre 3 decks qui sont très forts mais qui perdent contre gris. Comme il n'y a qu'un seul deck gris en face, vous pouvez ban le deck gris et du coup votre line-up elle ne subit plus le bourreau que sont les anti-bêtes gris. Par exemple. Il y a plein de trucs qui peuvent rentrer en compte. On a réfléchi pas mal avec Val. On a eu un petit peu des retours à droite à gauche. Il y a pas mal de gens qui ont testé aussi le format, même s'ils ne se préparent pas pour les Worlds. Et le format est hyper intéressant, hyper deep, hyper profond. Un vrai côté poker menteur à la construction de la line-up et au choix des bans, etc. Donc ça va vraiment être la folie pour ça. Donc une fois qu'on a ban un des 2 decks en face, on va choisir l'un des 2 decks qui nous reste pour jouer la première game. L'adversaire fait pareil. Puis si on a gagné, on doit obligatoirement jouer l'autre deck. On doit gagner avec les 2 decks qui nous restent pour valider le BO3. Si par contre on perd, on a le choix de rejouer le même deck ou de prendre l'autre, sachant que dans tous les cas, on devra gagner avec les 2. Petite subtilité, c'est qu'en finale, ce ne sera pas un BO3 mais un BO5 et il n'y aura pas de ban. Du coup, on devra gagner avec tous les decks, on devra valider tous les decks pour être couronné champion du monde. Et ce qui est hyper stylé, c'est que du coup, on doit maîtriser les 6 encres de l'Orcana. En même temps, on est champion du monde, on doit maîtriser les 6 encres. T'es obligé. Si t'es le meilleur joueur, tu peux pas dire le bleu, j'y arrive pas trop. Donc c'est hyper stylé de la part de l'Orcana d'avoir choisi ça. Et ça va donner du très très beau spectacle. Il y a d'autres petites précisions, mais bon, grosso modo, vous savez tout ce qu'il y a à savoir. Le dimanche, du coup, on continue avec ce single élimination en triple deck, puis on passera à la finale, du coup, en BO5, comme je vous le disais. Précision, il n'y a pas d'intentionnel draw à autoriser, on ne peut pas dire égalité avec l'adversaire pour être sûr de passer, par exemple, puisqu'il va falloir faire la bagarre, et il va falloir qu'il y ait un gagnant à chaque match, notamment pour les single éliminations. Par contre, pendant les rondes, je crois qu'il peut y avoir des égalités de façon non intentionnelle, il me semble, si je dis pas de bêtises. Vu le temps que les joueurs ont et le niveau des joueurs et l'intérêt que les joueurs ont à gagner, puisque à chaque victoire il y a des lots, j'imagine qu'il n'y aura aucune draw. Mais techniquement, je crois que s'il y a du temps sur les premières rondes, il pourrait y en avoir. On verra ça. De toute façon, ce sera départagé en fonction du nombre de victoires totales. Pour avancer au deuxième jour, donc pour être qualifié entre le samedi et le dimanche, il faut atteindre un nombre total de 5 wins. Il y a 7 rondes, donc on a le droit de faire 5-2, sachant que plus tôt on atteint les 5 wins, meilleur on sera classé pour le lendemain, ce qui nous permettra de commencer les parties si on est le premier qualifié, par exemple, ou si on fait partie des premiers qualifiés. C'est un petit avantage, mais mine de rien, à l'Orcana, ça peut être quand même relativement décisif. Même si là, sur du BO3, c'est un peu plus lissé, suivant avec les line-up, etc., ça peut avoir vraiment un intérêt conséquent. Ça dépend de vos decks et des decks adverses, bien évidemment. Si jamais il y a une égalité, voilà, il y a une façon de départager en fonction du joueur qui est le mieux placé avec les seeds, c'est-à-dire
S'il a battu des joueurs qui ont fait beaucoup de victoires, bah, ça veut dire qu'il aura un meilleur classement qu'un joueur qui a battu des gens qui ont eu beaucoup de défaites par la suite. Classique de tournoi. Pour les lots, du coup, ils sont listés là. Alors, j'ai les cartes promo, mais je n'ai pas les deckbox, etc. Pour tous les joueurs, on a une Challenge Foil A Whole New World qui est, je crois, juste ici, voilà. Magnifique, ce Whole New World, qui sera dispo en version non foil d'ailleurs, dans les LGS, je crois, pour les watch parties qui sont organisées pour les Worlds. J'ai pas d'autres infos, je ne les ai pas vues passer, mais je sais que vous pourrez récupérer cette carte en non foil plus tard. Donc hyper stylé, la version foil, à mon avis, ça va être zinzin délirant. On a une deckbox Ultra Pro Premium, je n'ai pas l'illustration, un playmat Whole New World et des sleeves Whole New World. Ça peut paraître un peu pas grand chose comme participation pour des gens qui vont à l'autre bout de la planète, donc en Floride, à Orlando, pour participer au championnat du monde. Mais faut savoir que ce sont des produits uniques au championnat du monde qui du coup se revendront pour les collectionneurs très cher. Donc on peut estimer que le playmat, je dis des sous au hasard comme ça, mais c'est quelque chose comme du $5000, je pense, qui peut se revendre le playmat. Parce qu'il n'y en aura logiquement que 28. Et ça, c'est incroyable. Les sleeves, peut-être pas $5000, ça reste des sleeves, mais ça vaudra quand même son pesant de cacahuètes. La deckbox premium, si elle est unique aussi, ça c'est le seul truc, j'ai pas l'info. Enfin, je suis pas sûr de l'info. Si elle est unique, ça vaudra des sous. Si c'est pas unique, bon, c'est juste pour remettre ta petite carte de championnat du monde. C'est un rangement de plus, quoi. Et la carte Whole New World, déjà les gens spéculent, puis il n'y en a que 28. Quand on voit les Mickey Gold à 500 exemplaires au total, le prix que ça vaut, ça va valoir au moins le prix d'un Mickey Gold, donc environ entre 9 et 12 000 $, sonnant et trébuchant. On se trompe peut-être, ce n'est que des spéculations, personne n'a ces cartes-là encore dans les mains, donc on ne peut pas savoir combien ça se vend. Mais voilà, c'est la spéculation basse, et on peut même monter plus haut, je pense, parce qu'il y a des gens qui voudront récupérer des carrés de Whole New World dans cette version-là, donc ça va être coûteux. Ensuite, pour les wins du jour 1, donc on a des wins que jusqu'à la 5e, puisque dès que vous avez 5 victoires, vous êtes qualifié. Vous ne jouez pas d'autres matchs parce que sinon vous risquez de faire perdre des gens qui pourraient se qualifier alors que vous êtes déjà qualifié. C'est hyper dommage, c'est très feels bad. Et des gens déjà qualifiés pourraient faire exprès de perdre pour faire passer leur teammate en qualification. Ce qui du coup risquerait de léser les gens qui se préparent ou y vont seuls, n'ont pas de collègues, de copains qualifiés. Donc c'est beaucoup mieux comme ça. Première win, on a une Cinderella Foil, comme on avait dans les Disney Lorcana Challenge classique. 2 wins, on a une Réponse Foil. 3 wins, on a le Cusco Foil, comme dans les Européennes, dans les finales des Européennes et North American Challenge. Bmax, également, qu'on avait dans les mêmes tournois pour la quatrième win. Et 5e win, c'est un autre Whole New World, je crois, si je dis pas de bêtises. Exactement, c'est un autre New World foil. Pour les gains du jour 2, donc si vous faites top 8, c'est le Mickey Gold. Désolé, j'ai pas une très belle version de la carte, mais je n'en trouve pas. Attention, c'est pas la 1 sur 500 que les 8 joueurs ont. Évidemment, c'est une numérotée au hasard. Ceux qui font top 4 ont le full set du règne de Jafar, en incluant les enchantés. Donc full set, c'est en 4 exemplaires, donc c'est quand même un beau cadeau. Je pense que ça doit valoir environ le prix d'une Gold Mickey, le full set x4 enchanté. Ah, c'est peut-être pas full set x4. J'ai un doute, si, ça doit être ça. Pour le top 2, il y a une copie de chaque carte promo de la première année de Challenge, donc en gros, tout ce que je vous ai dit juste avant là, dans les wins de Challenge en x2, parce qu'ils les ont déjà eu logiquement en gagnant les wins. Et le champion du monde, là pareil, je n'ai pas d'illustration, recevra un Mickey Brave Little Tailor, donc comme ce Gold, mais numéroté 1 sur 1, estampillé World Championship. Ce qui est extraordinaire, une carte unique qui, elle, on parle déjà de environ $100 000 au bas mot. Et vu que c'est une carte unique, il n'y a pas vraiment de prix. Si les enchères montent et que ça pète et que ça finit sur du 1 million, ça finira sur du 1 million. C'est extraordinaire comme carte. C'est de la rareté créée évidemment, hein, puisque ils ont le choix d'en faire plus ou moins de cartes. Mais c'est une belle récompense, une façon d'honorer, plutôt que des sous, des deniers, une façon d'honorer la victoire, le couronnement de champion du monde par un Mickey unique. Et je trouve ça fou. Je trouve que les prix estimés des gens à $100 000 sont un peu bas quand je vois ce qui se fait à côté sur du One Piece ou autre, ou sur de la carte numérotée sérialisée à Magic. Je pense qu'on est plutôt au double ou au triple, bien minimum.
Et encore que c'est un Mickey Brave Little Tailor, si ça avait été une autre carte, peut-être que ça aurait explosé encore plus. Je ne sais pas. Je ne sais pas doser à quel point le personnage importe sur l'illustration. Voilà, vous savez à peu près tout pour les championnats du monde. Maintenant, je vais vous passer en revue les petites line-up. Donc les joueurs, comme je vous le disais, vont ramener 3 decks différents, avec aucune encre en commun. Et j'ai regardé un petit peu, je vous propose des line-up qui peuvent être proposés, en tout cas des line-up un peu basiques et un peu moins basiques. On commence par un Amber Steel. Alors j'ai pris des decklists vraiment qui ont fait des performances comme ça un peu random. On a évidemment le Steel Song Classico Bingo. Ah, je peux même vous cacher, attendez, regardez. Boum, je vous cache la petite pub d'Ardeville. La vie bien faite, c'était quand même une pub Disney+, hein, c'est pas fait exprès. Le Steel Song Classico Bingo, donc on a Amber Steel qui s'accompagnerait de violet, vert, discard ou aggro, peu importe les versions, ainsi que d'un violet-rouge, bleu-rouge, pardon. Ça, c'est la line-up de base. La line-up de base où tu ramènes ça, tu as 3 très bons decks du format, très solides, t'as peur de rien avec ça, entre guillemets, et encore que, tu pourrais te prendre une line-up un peu vénère qui te prendrait au dépourvu, mais bon. Twist aussi dans cette line-up, là je vous montre une version objet, mais vous pouvez prendre des versions décapées, bien évidemment, ça marche également. C'est pas exactement la même line-up, mais disons que les couleurs sont les mêmes. Vous pouvez aussi dans cette line-up décider de jouer plutôt la version Amber Steel aggro. Vaut mieux jouer la version Steel Song, je pense, dans cette line-up. Je dis vous comme si je vous donnais des conseils, hein, mais vous avez compris. Hein. Vous pouvez aussi donc opter pour la version aggro, qui je pense est moins bien dans cette line-up là précisément que celle-là, parce que les écrits sont ouverts. Je ne sais pas si je l'ai précisé, mais tous les joueurs seront au courant au moment de faire une game des decklists adverses, puisqu'ils ont 5 minutes pour review tous les decklists. Donc en un coup d'œil, tac tac tac, tu vois très bien ce que les joueurs ont ramené et quel style de deck, même si tu ne te rappelles pas ensuite exactement de ce qu'il y a dans le deck, tu sais si c'est plutôt aggro, c'est plutôt style song, etc. ou si c'est épicé. Donc voilà pour la line-up un peu basique. Deuxième line-up aussi un peu basique, c'est donc encore une fois ce Ruby Saphir qui serait accompagné de Amber Amethyst version aggro, hyper rush comme on l'appelle, pardon, et un violet gris discard. Alors ça c'est à moitié classique, à moitié épicé, parce que le deck aggro c'est quelque chose qui est très peu représenté, mais s'il y a un deck qui détruit aggro, notamment ce sont les decks gris, et là on peut le ban, ça veut dire que l'adversaire va être obligé de vous ban le deck hyper aggro, parce que vous allez lui ban son deck gris, et vous vous retrouvez avec 2 très bons decks quand même. Et vous avez accès du coup à ce deck là, qui normalement est interdit si vous jouez une line-up avec Steel Song, mais là du coup vous y avez accès. Ce qui peut sniper des decks en face, etc. Et c'est là où se joue le Pokémon Hunter, c'est si jamais l'adversaire vous banne pas ça, et que vous n'avez pas ban le deck gris, bah vous vous retrouvez un peu rect. Donc il y a je sais que tu sais que je sais que je sais que tu sais, donc je vais savoir que tu sais, je vais faire ça, que je vais ban, que je vais ban. Vous voyez, c'est compliqué, hein, mais c'est hyper stylé. Et on aura, nous aussi, le petit jeu au cast d'essayer de deviner quel est le ban à faire, quel est le ban évident, quel est le ban intelligent dans chaque line-up, contre chaque line-up qu'on va voir lors de ce week-end. Autre line-up, du coup, c'est Ruby Saphir, encore une fois, cette fois-ci Amethyst Steel et Amber Emerald. Alors, un peu plus, enfin, un peu dans la même veine, pardon, que la line-up que je vous ai présentée. Cette fois-ci, on a un deck plutôt mid-range, avec qui a un win rate assez acceptable contre à peu près tout, ce violet gris. Et on a un autre deck aggro, lui, qui prend énormément le board. Et pour le coup, ce deck-là, peut-être qu'on a plus envie de bannir un deck rouge qu'un deck gris, suivant le deck gris en face, notamment si c'est un deck Amber Steel un peu aggro. On préférera peut-être virer le deck qui joue des bi-prepared et des 6 sous, plutôt que de gérer le deck gris qui aura moins d'interactions, même si c'est plus ciblé et plus en early game, que des interactions de masse comme le bleu-rouge. Donc vous voyez, ça c'est une line-up qui ne veut pas ban les mêmes choses, parce que c'est un deck aggro qui ne craint pas les mêmes choses. Ce deck-là, il ne craint pas vraiment les bi-prep, etc., puisqu'en fait, il gagne énormément de l'or au début, puis il le gagne à distance, donc les bi-prep, elles arrivent trop tard. Celui-ci, par contre, il a envie de constituer un peu un board pour faire des choses. C'est très proche hein, dans la stratégie, mais tu as un peu plus envie d'avoir des bêtes qui restent sur le champ de bataille pour pouvoir jouer des Lady, des Tramp, des Chernabog, donc forcément que tu vises pas et tu bannes pas les mêmes trucs. Dernière line-up, si je ne dis pas de bêtises, un peu plus épicé, parce qu'il y a un bleu-vert, effectivement, dans cette line-up. Pas forcément cette decklist-là, il y a beaucoup de versions de bleu-vert différentes. Bon, celle-là est très bien, mais
il y a beaucoup de versions jouables de bleu-vert suivant ce que vous allez affronter. Il y a des bleus-verts aggro aussi, j'en ai pas vu, mais je sais que ça existe. Et du coup, bleu-vert, ça vous permet de jouer violet-rouge. Violet-rouge qui est un peu en train de reculer. Enfin, il ne fait que reculer depuis un moment, mais il recule légèrement. Là, on est sur des versions plutôt évasives maintenant, qui restent, notamment dans des match-up où vous allez devoir valider un deck. Un assez bon choix, je trouve. Peut-être moins bon que les choix précédents que je vous ai montrés, mais pas dégueu non plus. Et ça vous donne quand même accès à Steel Song en plus, donc qui est quand même très solide. Sachant qu'il y a de grandes chances que vous fassiez ban Amber Amethyst ou Amber Amethyst, pas du tout, Violet Rouge ou Amber Steel du coup. Donc ça veut dire que vous jouez forcément bleu-vert, sauf que bleu-vert, suivant comment vous le twistez, ça peut avoir de très bons match-up. Et vous enlevez juste le deck qui vous gêne. Donc c'est un peu une free win, ce deck-là, contre certaines line-up, puisque vous allez juste ban le deck qui vous embête. Et ensuite, il faut valider un des deux decks qu'on vous a laissé, qui sont quand même pas des mauvais decks, qui n'ont pas des match-up trop horribles. Donc ça, c'est assez intéressant aussi comme line-up. Fin de cette vidéo. Je vous ai un petit peu tout dit, sans rentrer non plus trop dans les détails, mais voilà, vous savez, là vous avez de quoi comprendre, suivre tout l'événement. J'espère que c'était pas trop dense en information, en même temps il y avait beaucoup de choses à dire. J'ai essayé de ne pas faire trop long sans trop rusher non plus. Si j'ai oublié des choses, dites-le en commentaire, c'est comme ça ceux qui lisent les commentaires pourront avoir l'information. Je vous laisse, je vous dis à ce week-end, encore une fois, rendez-vous à partir de 14 h samedi et dimanche pour la fête, juste pour la fête. Et pour ceux qui sont pas dispo le week-end, etc., mais qui voudraient quand même voir la finale ou voir les derniers matchs, je vous recommande d'arriver vers, je dirais, 19-20 h, c'est pas mal, comme ça vous passez quand même une très bonne soirée, vous avez le gros jus, les derniers matchs, ça peut être pas mal. C'est bien de tout voir, mais si vraiment vous n'êtes pas dispo le week-end, vous taffez ou quoi, essayez d'être là pour la fin de soirée le dimanche. Pas trop tard non plus, attention, hein, sinon vous risquez d'arriver en plein milieu d'une finale dantesque et louper tout. Mais voilà, je pense que si vous êtes là à 19-20 h, vous devriez pouvoir au moins voir la finale, qui aura peut-être lieu d'ailleurs plus tard, on ne sait pas. Des bisous, enfin plus tard, pas un autre jour, hein, plus tard, genre plus tard dans la soirée. Des bisous à tous, à ce week-end, venez nombreux, et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie.